Prochain sujet, baromètre de l'égalité des chances. Est-ce que c'est une illusion ou est-ce une réalité? En gros, c'est le baromètre 2026 des Sherpa X l'IFOP qui dresse un tableau alarmant de la confiance des parents. Donc on est vraiment du point de vue des parents français envers l'école. Justement, on a quelques petits assets à vous montrer. Regardez celui-là par exemple. Seulement 42% d'entre eux, donc les parents, estiment que le système scolaire assure à chaque enfant les mêmes chances de réussir. C'est une chute de 10 points, donc si on compare à l'année précédente. Et donc, on est passé sous la barre des 50%. Et encore, vous voyez, il n'y a que 9% qui ont mis un gros oui, et même 32 ou 33%, c'est un oui, mais tu ne sais pas s'ils sont proches du non ou plus proches du oui tout à fait. Donc, grosso modo, c'est un oui plutôt, mais voilà, pas certain non plus. En tout cas, on voit quand même que la majorité est plutôt dans le négatif. Est-ce que ça vous choque le fait que les parents ont un petit peu moins confiance en l'école pour justement répondre à l'égalité des chances, ou est-ce qu'ils voient enfin peut-être la réalité? Moi, je pense qu'ils sont réalistes. Ça fait très longtemps que l'égalité des chances n'existe pas. Pour moi, c'est un miroir de fumée. Il faut tendre vers ça, il faut toujours essayer de s'en rapprocher. Ah, mais c'est un idéal qui n'existe pas, en tout cas en France, et je pense dans le monde, on n'est pas les moins bien lotis, donc déjà ça n'existe pas chez nous, ça n'existe pas forcément ailleurs. La méritocratie, pour moi, n'existe pas, ce sera peut-être un sujet de débat, et peut-être que certains pensent que oui, mais c'est chiffré, il y a déjà l'OCDE qui en parle depuis très longtemps. Il faut en moyenne 6 générations pour quelqu'un qui vit en dessous du seuil de pauvreté, pour sortir de ça et juste atteindre le niveau moyen, donc le SMIC, quoi. Donc 6 générations, c'est énorme, c'est à peu près 180 ans. Ça n'existe pas, la méritocratie. Donc là, que les parents se rendent compte que oui, en fait, mon enfant, j'aurais beau essayer de lui donner les meilleures chances, les meilleurs machins, on va être le reflet de nos parents en général. Quand nos parents ils sont ouvriers, on a plus de chances de finir ouvrier. Même encore aujourd'hui avec... Même encore aujourd'hui, les chiffres, c'est ça. Le monde qui évolue. Quand nos parents ont fait l'ENA, par exemple, on a 330 fois plus de chances de nous aussi faire l'ENA. Et ça tend de plus en plus. Les riches sont de plus en plus riches, là, avec les quinquennats de Macron. Il y a aussi un chiffre qui est sorti sur le fait que la France devient de plus en plus inégalitaire par rapport à l'Union européenne, là où avant... On était quand même un pays où on faisait on était bon élève. Là, on est de moins en moins bon élève. Donc, je pense que ça se ressent aussi sur les parents qui se disent « Ok, c'est peut-être de pire en pire ». Et c'est alarmant, mais réaliste. On essaie de comprendre, mais en tout cas, tous les indicateurs sont en baisse. On peut le voir sur cette deuxième slide. La confiance dans le système a perdu 6 points. L'égalité des enseignants sur le territoire, parce qu'il y a ça aussi, comment ils sont formés, est-ce qu'ils sont tous compétents et compagnie, est-ce qu'ils sont tous au même niveau, peu importe l'emplacement sur le territoire, c'est moins 8 points. Et la capacité d'insertion professionnelle, c'est moins 7 points. Donc vous voyez qu'effectivement, tout est en train de dégringoler. Donc je rappelle qu'on est du point de vue des parents par rapport à leurs enfants et par rapport aussi aux enfants des autres pour l'égalité des chances. Donc c'est assez alarmant. Je reviens sur j'allais rebondir sur la méritocratie. Elle existe, mais il y a une tonne de biais. En fait, les enfants sont stigmatisés en fonction de leur classe, la classe socio-professionnelle des parents. Il y a plein de biais de partout. Et il y a des recherches, souvent là, du CNRS, et je recommande, il y a un super documentaire de 25 minutes sur YouTube fait par le CNRS, justement, là-dessus, qui montre qu'en fait, il y a une tonne de biais et que le modèle scolaire actuel n'arrive pas à évoluer. Et c'est même pas en s'inspirant des pays nordiques qu'on entend beaucoup, la Suède, ils ont le sport l'après-midi, etc. En fait, ça marche pas, il faudrait l'adapter, il faudrait faire un modèle de A à Z pour un modèle français, sauf qu'on est très rigide et on vieillit, et effectivement, on se réactualise pas. Mais il faut comprendre le terme méritocratie. Alors, je pense que c'est beaucoup pour ça que les gens, je vous ai un peu espionné sur le chat, il y en a qui disent que je peux dire n'importe quoi, etc. La méritocratie, ça veut pas dire que le mérite peut payer. La méritocratie, quand on prend méritocratie, ça veut dire que c'est les méritants qui gouvernent, c'est les méritants qui sont en haut du système, qui forment l'élite. Ça, c'est juste et c'est dommage parce que les gens du chat, je pense que vous n'êtes pas des fils de Bernard Arnault. Et du coup, on a envie de se dire oui, si je le fais, je vais y arriver, je vais arriver. Mais c'est juste une excuse, une très bonne excuse des élites qui, en fait, sont juste des héritiers, qui sont là parce que c'est le piston et qui vont se dire « Ah non, c'est pas parce que je suis un fils de riche, c'est parce que je l'ai mérité. » Donc ça va être une autocongratulation des méritants qui sont au-dessus, qui ne sont
pas vraiment des méritants. Ce que tu dis, on le retrouve un peu chez les enfants, c'est-à-dire qu'on a regardé qui parlait dans les classes, etc., et on regardait quel enfant allait parler. Et ben, souvent, c'est l'enfant issu d'un socio-culturel assez élevé, qui va plus couper la parole, comme je viens de te le faire, qui va parler plus longtemps, qui va nanana, et qui du coup va renforcer le stéréotype de du coup, la personne qui est issue d'un milieu ouvrier, qui va pas prendre la parole, qui va se sentir du coup pas intelligent, qui va se sentir moins intelligent. Et c'est un peu un cercle vicieux qu'on n'arrive pas à casser et qu'on essaye de casser par plein de manières différentes. J'espère qu'un jour on y arrivera. Vas-y. Ouais, moi je trouve que c'est un sujet de reproduction sociale parce que la méritocratie que tu dis, que tu cites, elle a existé en France. La Troisième République, quand on a rendu l'école publique, gratuite et obligatoire, donc dans les années 1870, avec Jules Ferry, etc., pour ceux qui suivent un peu, on a commencé à avoir des professeurs qui ont infiltré un peu tout le territoire, on appelait les hussards noirs de la République, qui sont allés tirer des gens qui étaient de milieu rural, qui étaient analphabètes parce que juste ils étaient paysans et qui les ont amenés à l'alphabétisation, savoir lire, écrire, compter, puis progressivement. C'est pas de la méritocratie, c'est pas des personnes qui sont devenues présidents de la République. Mais Enfin, là, quand on parle de cratie, c'est vraiment l'ascension pouvoir sociale. Gouverner. C'est aussi cette notion d'ascension sociale. Donc c'est pas de la méritocratie. De sortir les gens de la misère qui existait avant, de l'analphabétisme, parce que l'agriculture faisait que et qu'il y a eu la révolution industrielle, c'est une chose. Par contre, de dire que les gens qui étaient en dessous et qu'un fils d'agriculteur peut devenir président de la République, ça c'est du bullshit et ça n'existe pas et ça n'a jamais existé en France. Alors, pas encore. Faut me citer alors un président de la République, un Premier ministre, ne serait-ce qu'un maire. La plupart des maires, ils sont fils de maires. Faut me citer ne serait-ce qu'une personne. Est-ce que vous pouvez le faire de quelqu'un qui est parti d'en dessous? Le maire qui a été élu à Saint-Denis. Après, je ne connais pas son passif. C'est très rare. Bon, mais après, encore une fois, c'est des pourcentages. Mais Jean-Luc Mélenchon, par exemple, aujourd'hui, c'est un mec, il n'a pas été élu. Il a eu son bac et c'était, je crois, le premier de sa famille à l'avoir ou pas loin. En tout cas, ses parents ne l'avaient pas. Enfin, cette génération-là. Jean-Luc Mélenchon, il a grandi d'abord, c'est une famille d'Espagne. Après, c'est une famille qui a grandi en Algérie parce que c'était des colons en Algérie. Oui, mais c'était des colons en Algérie. Donc c'était des personnes qui étaient privilégiées en Algérie. C'était pas des Algériens d'Algérie. C'était pas des gens qui étaient éduqués, en tout cas outre mesure. Bon, sans rentrer dans le détail parce qu'il peut y avoir des histoires personnelles, mais ça dépend ce qu'on met derrière méritocratie. Pour le coup, le problème, là, si on revient aussi à ce baromètre, c'est de se dire il y a ce qu'on appelle l'ascenseur social qui est un peu cassé, où tu te rends compte qu'il y a une reproduction des inégalités, c'est ce qu'on dit, c'est ce que tu dis. Et moi, ce qui me choque, parce que je l'ai vu récemment, c'est que les parents, y compris quand ils ont des convictions très fortes sur le système public, à se dire voilà, c'est important d'avoir des établissements publics où il y a de la mixité sociale, où on brasse les classes sociales, on brasse les enfants. Parfois, et notamment à Paris, dans les classes plus élevées, socio-économiques, CSP+, je crois qu'il y en a un tiers, voire la moitié, qui mettent leurs enfants dans le privé parce que il y a un peu ce décalage entre la conviction politique ou idéologique de se dire il faut cette mixité et la peur qu'on a que ces enfants ne réussissent pas. Bien sûr. Parce qu'il y a une grosse inégalité sur le succès des enfants. Forcément, il y a plus d'attentes. Origine. Il y a plus d'attentes. Il y a un peu une discrimination au code postal. Bien sûr. Selon les établissements. Donc voilà, ça c'est un sujet. Je rebondis sur ce que tu disais. On a demandé à des parents s'ils étaient OK si on mettait l'égalité dans les classes, c'est-à-dire que tout le monde soit totalement égaux, peu importe le code postal. Eh bien, la réponse était plutôt non, c'est-à-dire qu'ils voulaient quand même qu'il y ait cette hétérogénéité, que tout le monde n'ait pas forcément les mêmes résultats, etc. Ouais. Et donc, on a du mal à jongler avec cette égalité, et donc on renforce encore plus les choses. Et ce qu'ils ont tenté de faire, je crois, dans quelques collèges, c'est d'adapter justement avec le numérique pour que chacun n'échoue plus en public devant toute la classe et qu'ils puissent échouer face au numérique, d'avoir des exemples qui sont adaptés à eux, etc. Donc il y a des choses qui se jouent, mais effectivement c'est très lent et je rejoins Mélissa sur le fait qu'il n'y a pas toujours la possibilité de réussir quand on est issu d'un milieu défavorisé. Mais au-delà de parce ça... qu'ils partent avec un tronc dans le pied. Et au-delà de ça, je pense que c'est quelque chose qu'on oublie beaucoup. Je sais pas, je connais pas les origines sociales de tout le monde autour de ce plateau. Moi, j'ai grandi dans le 93. Il faut aussi comprendre que, au-delà de l'égalité des chances, on n'a pas de prof, par exemple. Il y a ça, c'est que moi, par exemple, au bac, j'ai pas eu de prof d'anglais. Moi, mes profs d'espagnol, c'était des gens qui n'avaient pas le CAPES, qui étaient des personnes migrantes d'Argentine ou du Chili. Donc ma mère est aussi migrante du Chili, elle pouvait leur parler, on se rendait compte qu'ils n'avaient pas le bac. Donc il y a aussi ça. Et quand on arrive dans le supérieur, moi j'ai eu la chance de faire des études supérieures, c'est pas le cas de tout le monde, on arrive là-bas, on est discriminé parce qu'on vient du 93, alors qu'on a tous passé le même bac. Et en fait, des histoires comme ça, on peut en raconter plein de fois. Et au-delà de ça, c'est que
il y a le truc de oser s'imaginer. On en parlait un petit peu tout à l'heure avec Nicotine, où on disait que c'est hyper important d'avoir de la représentation et de permettre à ces enfants de l'ASE de pouvoir s'imaginer autre chose. Moi, en tant que fille d'immigrés et meuf du 93, je ne pouvais même pas m'imaginer faire ce que je fais aujourd'hui. Je ne pouvais même pas m'imaginer faire Sciences Po, parce qu'en fait, c'est pas qu'on se dit qu'on n'en est pas capable, c'est que ça n'existe pas dans le champ des possibles. Ça ne vient pas dans ton cerveau de te dire « je peux faire ça ». Parce que mes parents, mon père, il est vendeur à boulanger, il va pas me dire ah, mais en fait, peut-être que là, t'as envie de faire du journalisme, tu pourrais faire l'ENA, t'as un peu la politique et tout. On ne connaît pas, on ne sait pas c'est quoi les parcours en France. Donc je pense que là, les parents s'en rendent un petit peu compte. Il y a aussi les nouvelles générations où on a des meilleurs outils aujourd'hui pour s'informer sur ça, contrairement à avant où c'était peut-être plus compliqué. Moi, c'était la conseillère d'orientation. La conseillère d'orientation, elle m'a dit « T'aimes faire quoi ? T'aimes faire la cuisine ? Bah, fais un bac pro cuisine. » Alors qu'en fait, j'étais une des premières de la classe et que j'ai eu mention bien en bac S à la fin. Mais on ne va pas chercher ce que ces enfants-là peuvent faire. Et je parle du 93, mais on peut aussi parler des Outre-mer. Donc en fait, c'est notre réalité en fait qui s'offre à nous quand on est... Pour revenir sur le 93 par exemple, est-ce que c'est parce que quand tu deviens prof, tu choisis techniquement où est-ce que tu vas enseigner et qu'en vrai, très peu de gens bien formés mettent le 93 en priorité, donc techniquement, tu prends le fond de la liste s'il y a un fond, mais du coup, tu peux pas en vouloir aux professeurs d'avoir le choix. Moi, j'en veux pas aux professeurs. Alors, il faudrait qu'ils soient tous assez bien formés pour qu'il y en ait de manière égale sur le territoire. Moi, j'en veux jamais mais c'est pas aux une volonté, individus, c'est pas volontaire de dire on fait exprès de mettre ceux qui sont mauvais ou moins bons ou moins formés là-bas. C'est par défaut, vu que ces quartiers-là sont moins attirants peut-être pour y vivre ou je sais pas, les profs vont essayer d'avoir de base un endroit peut-être plus qualitatif d'après leur point de vue. C'est un tout, c'est vraiment un tout du fait de la ghettoisation, du fait que les quartiers sont précarisés, que le ZEP c'est une grosse bullshit. Moi j'en veux jamais aux individus, comme l'enfant parlait des policiers, j'en veux pas aux policiers, j'en veux pas aux profs. Ça, c'est pas le professeur le coupable dans ça. C'est pas eux le problème. Quand on met des jeunes qui viennent de sortir de l'école, pareil, mon prof d'espagnol qui était juste un Argentin qui est arrivé ici, qui n'était pas prof, mais j'en veux pas à lui, j'en veux à au-dessus. Pourquoi je Et des fois, il y en a qui font des sacrifices. Pourquoi je n'ai pas de prof? En mode vocation de se dire, vas-y, je sais que je pourrais, vu mon niveau, aller de là où je veux, mais je vais faire exprès d'aller dans ces quartiers-là pour créer des vocations. Et j'ai eu des bons profs, mais ça reste une minorité. Mais ça reste il y a plein d'autres problèmes d'égalité. Là, on parle de l'origine culturelle, etc. Mais il y a même hommes, filles, garçons. Ils ont fait, il y a plein de tests qui existent là-dessus. Le fameux truc de la bosse des maths. Vous avez déjà entendu ça ou pas? La bosse des maths. Les filles n'ont pas de bosse des maths, c'est-à-dire elles sont pas douées en mathématiques, etc. ou en géométrie. Et on leur dit, là tu as une épreuve de dessin. On leur demande de faire l'épreuve de dessin. Elles réussissent mieux que les garçons. On leur redit, là c'est une épreuve de géométrie, c'était la même épreuve. Et elles réussissent moins bien que les garçons. Donc il y a effectivement plein de choses, plein de stéréotypes, de biais qui sont là depuis des décennies et qu'il va falloir briser, qu'il va falloir casser. Et je crois qu'on fait quand même avancer les choses. En tout cas, j'ai bon espoir, vu qu'on en parle ce soir. Sur les métiers des sciences pour les filles? Ouais, j'ose espérer. C'est compliqué. Oui, c'est compliqué. J'en parle vraiment tous les jours à plein d'organismes et c'est très très compliqué, dû au manque de représentation, justement. En parlant de biais, justement, il y a pas mal de gens dans le chat qui remontaient forcément l'entourage familial. J'ai plus les noms, mais je crois qu'il y avait Elfiode et pas que toi, qui remontaient pas mal de choses. Et justement, on s'est connecté sur les difficultés. Quelles sont les causes de ces difficultés scolaires, les causes, en tout cas dans le baromètre. Regardez ce qui a été mis en avant. Donc 53%, c'est les méthodes d'enseignement mal adaptées aux élèves. Donc ça aussi, c'est un truc qui pourrait être amélioré aujourd'hui. 45%, c'est le manque de motivation ou d'effort personnel des élèves. Donc là, on reprend aussi peut-être leur problème du quotidien qui peut être aussi à les amener à se focus là-dessus ou non. 38%, le manque de moyens des enseignants, c'est ce qu'on mettait aussi en avant. Ils ne sont peut-être pas tous aussi bien formés, aussi compétents, et donc du coup, forcément, tu as des lieux qui en pâtissent plus que d'autres. 38%, le manque de disponibilité ou d'implication des familles, parce que forcément, si tes parents sont profs ou s'ils ont des facilités, ils peuvent plus facilement t'aider ou faire le soutien à la maison, ou alors s'ils ont de l'argent, te payer des cours supplémentaires pour que tu puisses rattraper là où tu as des lacunes, contrairement à d'autres familles où forcément ils ne peuvent pas répondre à tout ça et donc ça va créer encore plus le déséquilibre. 33% les différences de niveau entre établissements scolaires, c'est vrai qu'il y a ça aussi, d'où le privé, ce que mettait en avant Jules il y a un instant, où on a l'impression que vu que c'est privé, que c'est payant, forcément les profs sont mieux rémunérés, donc ils ont techniquement les meilleurs enseignants et compagnie. 26% les troubles de l'apprentissage ou d'attention, parce que c'est vrai qu'on ne parle pas aussi de ces cas particuliers, mais il y en a qui ont forcément des difficultés supplémentaires que uniquement l'inégalité des chances au point de départ. Est-ce que ça vous inspire ces causes-là? Pour les 26%, juste un petit point là-dessus, prenez le temps d'en parler à un médecin quand il y a des troubles attentionnels, anxiété ou autre. On peut mettre plein de choses en place, des PPRE, plan d'accompagnement de réussite individualisé, PAP, plan d'accompagnement personnalisé. Enfin, il y a des choses qui existent pour essayer d'adapter quand il y a des problèmes cognitifs ou émotionnels, anxiété, et ainsi de suite,
pour adapter la scolarité, on a plein de choses qui existent. Ensuite, sur le 53% par rapport au numérique, qui est la première raison de les cours ne sont pas adaptés, pas individualisés, etc. Justement, avec le numérique, on essaye d'y aller. Exactement. Et je trouve qu'on a plein de trucs. Enfin, je pense Notamment avec l'IA, bien sûr. Si je te demande Bien comment sûr. on révise mon cours de maths, tu vas pouvoir trouver des dingueries. Oui, c'est quoi. sûr. D'ailleurs, pour ceux qui nous regardent, ça serait trop bien que vous utilisiez cette plateforme. Elle est géniale. Elle s'appelle Notebook LM. C'est un outil de Google qui est totalement gratuit. Et en fait, le principe, c'est que vous mettez toutes les sources que vous voulez, que ce soit des sites internet, que ce soit des vidéos YouTube, que ce soit des PDF, que ce soit aussi des textes que vous avez écrits tout simplement. Tout ça, vous les mettez dans Notebook LM et après, vous pouvez discuter avec vos sources, l'interroger. Et en fait, ça vous permet d'avoir quelque chose de très malléable et sur des sources vérifiées que vous-même, vous avez rentrées. Donc, c'est hyper intéressant. Donc, si vous avez besoin d'apprendre des choses sur un sujet, c'est génial. Et derrière ça, en plus, vous pouvez discuter avec. Et derrière, vous pouvez générer un podcast, vous pouvez générer des cartes mentales, vous pouvez générer plein de choses. Pause. Sur le podcast, moi, ça m'a bluffé parce que tu m'en as Le parlé. podcast, Le podcast, j'ai l'impression que c'est même mieux que certains podcasts qu'on trouve. Enfin, je suis là en mode, mais quand tu as besoin d'un truc hyper précis dans un domaine en particulier où tu sais que la vidéo YouTube ou le podcast n'existe pas et que tu aimes bien avoir un support auditif parce que tu es là en voiture, parce que tu as 3 heures de RER et compagnie. Exactement. Moi, je vous Incroyable. conseille ça, surtout si vous avez la maladie du scroll dans les transports. Vous vous dites, tiens, en fait, j'aimerais apprendre un sujet aujourd'hui, ce matin. Vous mettez plein de sources sur un sujet que vous avez envie d'apprendre pour la culture, c'est parfait. Il y a Waz qui nous dit Notebook a sauvé mes partiels. Donc, Exactement. effectivement, certains l'utilisent déjà. Les flashcards, c'est trop cool. Les flashcards, c'est exceptionnel. Et puis aussi, n'oubliez pas que vous avez quand même des IA aussi qui peuvent vous permettre d'avoir des cours personnalisés. C'est-à-dire que moi, je pense honnêtement que l'on apprend mieux avec des passions. En mettant des exemples sur des passions personnelles. Je connais un professeur en école qui donne des cours de physique à travers les films Marvel. Oui, mais c'est un effort supplémentaire. Oui, c'est un effort supplémentaire. Mais et là, en du coup, soi, il est sûr de capter l'attention, il est sûr que ça va être bien Bien sûr, mais assimilé. imaginez apprendre la physique quantique avec Et aujourd'hui, avec Ant-Man. l'IA, on peut effectivement changer juste les mots qu'il faut pour que ça se gamifie, quoi. Oui, fais-moi un cours, un exercice sur Pythagore, j'en sais rien, moi, à travers la passion du skate ou à travers une scène de cinéma ou n'importe quoi. Bien et en sûr. soi, tout ça, ça peut juste vous titiller un peu plus votre attention et Bien ne sûr. pas avoir un cours qui est tout plat, tout moche et vous dire, voilà, ce soir, je vais pouvoir apprendre d'une autre façon. Et je trouve ça sympa. Je rappelle que vous pouvez réagir sur le chat en direct et aussi en vocal. Justement, on va avoir dans quelques instants Étienne Porche, qui est cofondateur des Sherpas. Donc, ils ont aidé à l'Institut. Juste avant de le recevoir, je voulais qu'on aborde le prochain segment, qui sont les facteurs. Parce qu'on a vu les causes il y a un instant. Je voulais voir rapidement les facteurs, comme ça on pourra aussi en parler avec lui. Et justement, vous avez un nouvel asset qui va se présenter sur les facteurs. Si on peut me le diffuser à l'écran. Donc on voit que le numéro 1, c'est la motivation personnelle de l'élève qui revient aussi beaucoup, le soutien parental, on l'a dit, la qualité pédagogique des enseignants et les conditions d'enseignement à l'école. Donc vous avez aussi plein d'autres, les principaux facteurs. Et on accueille en direct Étienne Porche, du coup cofondateur des Sherpas. Et donc les Sherpas, c'est une entreprise spécialisée dans le soutien scolaire nouvelle génération. Ils proposent des accompagnements sur mesure, accessibles à tous les budgets. Est-ce que tu es avec nous ? Est-ce que tu nous entends bien, mon cher Étienne ? Merci beaucoup de prendre le temps. Très bien, merci de m'accueillir. Alors, j'imagine que tu as écouté un petit peu ce qui s'est dit ici autour de la table, mais toi, du coup, tu as pu un peu plus mettre la main à la pâte sur cette étude. Qu'est-ce que ça t'a inspiré ? Est-ce que l'égalité des chances, c'est quelque chose sur laquelle on essaye de tendre au maximum ou ça paraît être une illusion intouchable ? Je pense que c'est évidemment un petit peu entre les deux, comme tu le sous-entends. C'est clair que nous, c'est quelque chose pour laquelle on se bat depuis super longtemps chez les Sherpas. Ce qu'il faut vraiment se dire, c'est qu'il y a un constat aujourd'hui qui est porté, je pense, sur l'école de manière hyper lucide par les parents. Globalement, aujourd'hui, il y a moins d'un parent sur deux qui estime que l'école, elle garantit une vraie égalité des chances. C'est en baisse par rapport à 2025. C'est aussi le niveau le plus faible mesuré depuis qu'on a sorti ce baromètre. Ça fait maintenant, je crois, 4-5 ans. Et je pense qu'au fond, tu as un jugement qui est assez lucide sur le fait que voilà, l'école va pas hyper bien, le système est pas parfait, loin de là. Et en même temps, et c'est aussi un truc que je veux vraiment souligner, les parents sont vont vraiment dans le sens des professeurs, où ils comprennent vachement à quel point le métier est difficile et à quel point c'est un métier qui demande une implication, un dévouement qui est total. Et donc ils font vraiment la part des choses entre l'école en tant qu'institution, qui fonctionne pas très bien pour l'écrasante majorité des gens, et le travail des profs qui lui reste
essentiel et ô combien indispensable. Et ça, je voulais aussi quand même le rappeler parce que voilà, je pense qu'on est surtout sur un système qui c'est pas forcément adapté au monde d'aujourd'hui. Et c'est ce qu'on essaye un petit peu aussi de mettre en valeur via cette étude. Là, on a parlé des causes et des facteurs, mais est-ce que tu peux essayer de nous parler des solutions peut-être qui peuvent marcher ou en tout cas qui arrivent à réduire ces inégalités pour justement permettre à tout élève de partir avec les mêmes chances ? Ouais, bien sûr. C'est clair que le soutien scolaire aujourd'hui, ça apparaît comme le levier le plus concret et efficace pour les parents. Les cours particuliers sont l'outil qui est le mieux évalué à quasiment 7 sur 10. Voilà. Le soutien en groupe aussi, c'est un dispositif qui est plutôt bien perçu. En fait, pourquoi ? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, il y a aussi un besoin d'individualisation qui est de plus en plus grand. Les élèves, en fait, ils veulent un accompagnement qui est personnalisé et c'est là que du soutien scolaire devient vachement cohérent parce que le métier d'un professeur, c'est d'accompagner une classe d'une 30aine d'élèves. Il peut pas prendre chaque élève par la main. Et donc, justement, c'est pour ça que les parents se tournent vraiment vers le soutien scolaire. Après, tu as évidemment d'autres formes d'accompagnement. Tu as l'IA aujourd'hui, qui est quand même un outil qui est de plus en plus utilisé. Pas hyper bien perçu par les parents quand même, qui voient aussi les limites du truc, la tendance que tu peux avoir à en fait laisser l'IA faire tes devoirs à ta place et être une sorte de sparadrap mais ne pas régler vraiment les problèmes de fond. Il y a évidemment aussi l'investissement massif des parents à la maison. Il y a quand même 80% des parents qui aident leur enfant à la maison, 56% qui envisagent justement aussi d'aller un petit peu plus loin et qui parfois se sentent un peu dépassés, d'où le recours aux cours particuliers dont je parlais avant. Globalement, il y a aussi peut-être, il faut le souligner, il faut peut-être se donner des envies un petit peu de changer l'école. Je pense que c'est quand même envisageable, notamment dans les solutions que les gens soulèvent. Plus de moyens pour l'éducation nationale, 63%, meilleure formation des enseignants, 57% des gens, une réforme des programmes, une généralisation du soutien scolaire. Voilà, en fait, un consensus émerge. Aujourd'hui, on est certainement sur un système qui a besoin d'être modernisé, qui a besoin d'évoluer. Et en attendant que le système change, les gens se mobilisent et trouvent des solutions. Oui, Mélisa ? Oui, bonjour, merci beaucoup pour intervenir. Moi, je suis un petit peu sceptique sur l'idée que le sondage se soit fait avec vous, avec tout le respect que je vous dois, mais vous êtes quand même un site de cours privés en ligne. Et du coup, je me demande, je ne remets pas du tout en cause l'honnêteté, parce que je sais qu'il y a un vrai sondage, un vrai institut de sondage derrière, mais c'est un peu bizarre quand même de parler d'égalité des chances quand vous êtes une plateforme de cours privés, donc payants, qui n'est forcément pas accessible aux classes précaires, aux classes qui ne sont pas très favorisées. Donc et je suis aussi étonnée des premiers résultats où on met un peu la faute sur les élèves. On disait on met pas la faute sur les profs, mais par contre les premiers résultats c'est un peu la concentration des élèves, les parents aussi manque d'investissement de l'élève. Est-ce qu'on n'est pas en train d'oublier le fond du sujet ou c'est quand même un problème de base de système beaucoup plus global qu'il faut que je prendre plus en macro? Alors je comprends totalement la question et je vais y répondre en 2 temps. D'abord sur pourquoi est-ce que nous en fait on est engagés au contraire pour l'égalité des chances. Je pense que en fait il faut déjà partir du constat. Le constat, tout le monde le fait aujourd'hui, l'école va pas bien. Et honnêtement, le but c'est pas non plus de lancer la pierre aux élèves parce qu'il y a plein d'élèves qui essayent de faire leur taf, qui essayent d'apprendre leurs cours, etc., et qui ont envie de réussir. Le sujet, je pense en revanche, c'est qu'il y a un constat aujourd'hui qui est assez simple. Le système fonctionne pas hyper bien et comment on fait pour justement proposer des solutions. Et globalement, si tu veux, nous, quand j'ai créé les Sherpas maintenant il y a 10 ans, c'est un petit peu en partant de ce constat parce que la réalité, c'est que malheureusement, le système allait déjà pas hyper bien il y a 10 ans et malheureusement, ça s'est pas fondamentalement amélioré. Et donc, en fait, la première solution reste aujourd'hui le soutien scolaire. Et là, tu as un très bon point. Tu me dis, ouais, mais le problème du soutien scolaire, c'est que ça peut être discriminant pour les familles, ça peut être quelque chose de cher. Et je pense qu'on souffre un petit peu en France, tu vois, de ce cliché, de cette image d'Épinal où en gros le gamin qui prend des cours particuliers, c'est un gamin qui est issu de Neuilly ou du 16e ou des trucs comme ça. Oui, qui a la petite prof qui vient à la maison à 18h tout pile. Je pense que c'est quand même pas les gens qui sont dans des grandes tours où les parents déjà se cassent le dos pour nourrir leur famille. J'ai connu, pour avoir grandi dans un milieu similaire au tien, j'ai quand même connu des mères de famille qui se butaient au taf pour de temps en temps pouvoir payer un petit cours. Mais elles devaient se buter au taf encore plus. Mais en tout cas, il y avait cet effort de se dire
c'est pour permettre à mon enfant À quel d'avoir prix des cours particuliers pour travailler sur ses lacunes à lui uniquement. Bien sûr, et je Donc ça ne existe peux aussi mettre dans que de l'honneur sur toutes ces sûr. mamans qui Et je font sais pas si ça peut être autant. remboursé ou C'est ça. peut-être un crédit d'impôt, tu vois. Pour moi, il devrait avoir ça. C'est que là, Donc, je crois que c'est comptabilisé dedans. là, vous restez quand même une entreprise lucrative, c'est pas une association. Est-ce que le problème, il n'est pas au fait qu'on devrait intégrer ça dans les lycées, dans les collèges? Moi, je sais que j'avais Rajouter des cours individuels. pour le coup, on avait des cours de soutien faits par nos profs en bénévole. Donc, pour le coup, on le rappelle, il y a de très bons Oui, profs, ça même en Ça 93. existe, hein, ils ont rajouté ça, même pour la 6e, il y a un cours vie scolaire, etc. Mais t'es toujours Malheureusement. en petit groupe, t'es pas Bah, individualisé. Enfin, Non, c'est en petit groupe. Il y a le RASED aussi à l'école primaire avec des enseignants spécialisés pour les enfants Et au moins, c'était gratuit. en difficulté, etc. Mais je crois qu'effectivement, il faut que le système scolaire évolue dans le fond aussi. J'entends parfaitement ce que tu dis et je crois que même si l'intelligence artificielle, je reviens sur le point où les parents sont sceptiques parce que du coup, l'IA va faire le travail. Moi, quand je travaille avec mes patients sur de la métacognition, donc c'est-à-dire apprendre à l'enfant à comprendre comment il marche pour ensuite travailler par lui-même, et j'apprends avec les parents, j'ai des mamans qui passent 2 heures à faire des cartes mentales et des flashcards et des machins. Je leur dis, mais non, faites-le avec l'IA, regardez comment on peut faire. Enfin, ça évolue, ça change très lentement, trop lentement, et c'est les enfants qui en souffrent, et les enfants des milieux les plus défavorisés. Et Étienne, tu voulais répondre sur justement les cours particuliers? Ouais, j'allais répondre sur les cours particuliers. Je pense que justement, en fait, la réalité de nos clients, c'est que c'est énormément de personnes de classe moyenne, voire modeste, qui investissent dans l'avenir de leur enfant. Il ne faut pas oublier non plus que quand tu parles d'un prof particulier, tu as aussi un prof qui est de l'autre côté, qui a aussi le droit d'être correctement payé, parce que c'est un job hyper important qu'il fait, tu vois. Nous, justement, c'est pour ça que notre spécificité chez les Sherpas, contrairement à toutes les plateformes historiques, c'est de proposer des professeurs particuliers à tous les prix. Chez nous, les profs, ils sont libres de fixer leurs tarifs, et à partir de là, tu as vraiment des profs pour tous les budgets. Tu vois, le prix d'entrée sur les Sherpas, c'est 14 € de l'heure. Donc, bien sûr, ça reste un budget, j'en suis bien conscient. Bien sûr qu'il y a des familles pour qui c'est un effort, mais on a essayé de faire en sorte que, comparé, si tu veux, aux tarifs des grands organismes historiques qui peuvent monter jusqu'aux 40, voire 50 € de l'heure, on a essayé de faire en sorte que ce soit le plus abordable possible. Et attention, on en a pour tout le monde, pour tous les budgets, donc vraiment, on s'adapte à tout le monde. Tu soulignes aussi un point, Dogby, qui est très vrai. On a la chance, en France, d'avoir justement l'État qui reconnaît la complémentarité entre l'école, qui est plutôt là pour transmettre des savoirs à la majorité, tu vois, à tout le monde, avec un métier qui est celui de gérer une classe. C'est pas le même que d'accompagner un élève un par un. Et c'est pour ça que l'État, il subventionne les cours particuliers avec le crédit d'impôt, qui permet en fait de réduire le prix des cours de 50%. Donc, arrivé à ce niveau-là, tu vois, tu es quand même dans une situation où tu peux rendre l'heure de cours abordable pour une grande majorité des gens. J'aimerais bien moi aussi que ce soit gratuit, et tu soulignes qu'il y a des solutions associatives, etc. Et tu as totalement raison, c'est déjà un super premier step et on est ravis qu'il y ait plein de gens qui puissent le faire et participer. Maintenant, le problème de l'associatif, c'est que souvent, ça va patcher quelque chose, tu vois, de manière temporaire. Tu vas pouvoir avoir quelques heures à droite à gauche. Je disais pas que la solution. Non, mais je disais pas que la solution était sur le fait de faire une association. Je soulignais juste le fait que vous êtes quand même une société lucrative. Et en fait, là où tu m'as pas répondu, c'est que je suis étonnée sur les premières raisons causalités qui sont mises en avant, qui sont les élèves. Donc en fait, j'ai l'impression, et je peux totalement me tromper... Non, pas que, c'est les méthodes d'enseignement mal adaptées aux élèves. Oui, mais dans les premiers qui reviennent, c'est quand même les élèves, un manque d'investissement, que les élèves travailleraient peut-être pas de la bonne façon. C'est le point de vue des parents. Le point de vue des parents, oui. C'est pas le point de vue de bien sûr, beaucoup. non, mais c'est le sondage. Mon élève, il n'est pas motivé. C'est le sondage, mais en deuxième position, on a quand même le manque de motivation ou d'effort personnel des élèves. Et moi, ce que je trouve dommage, en fait, c'est de mettre la faute sur les élèves. Et du coup, oui, si ce n'était que ça, si c'était une réalité, on pourrait juste mettre des cours particuliers et ça irait mieux. Mais je pense que c'est vraiment au-delà. Là, pour moi, il y a une chose qui n'a pas été identifiée dans le sondage. C'est vraiment le système au global. Comme on le dit, c'est la méritocratie. L'école, c'est le début. C'est le début. Quoi, le système au global? Parce que tu vois... On l'a, parce que ça va être la slide suivante, c'est les leviers pour l'égalité des chances. Si on peut la diffuser, comme ça on pourra aller aussi un petit peu plus loin dans la discussion. Alors oui, effectivement, c'est issu du même sondage, mais ils expliquent par exemple que la meilleure cause, le meilleur levier serait l'augmentation des moyens attribués à l'éducation nationale, peut-être déjà pour mieux payer les profs, mieux les former, pour aussi potentiellement avoir ces cours en classe réduite plus souvent, alors que là on dit l'inverse en ce moment. On dit qu'on n'a plus d'argent, qu'il faut faire des plus grandes classes avec du coup des profs qui seront peut-être potentiellement moins bien formés. Deuxième chose, c'est une meilleure formation des enseignants. Donc tu vois, là on les a, et ça vient du même sondage, c'est la même chose. La réforme du programme et du système d'examen, donc là carrément tout revoir. C'est vrai qu'on parle de profs individuels, mais bon, avec maintenant les nouveaux outils,
Est-ce que c'est, et ça va être une de mes questions suivantes, c'est est-ce que c'est pas les nouveaux outils qu'on a entre les mains, smartphone, intelligence artificielle et Internet, qui finalement a plus réduit l'égalité des chances que le système scolaire. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Genre, parce que face à l'IA, on est quasiment tous égaux, entre guillemets. Après, il faut quand même bien prompt. Mais tu vois vous voyez ce que je veux dire? Je suis en mode, c'est limite des outils externes qui réduisent les égalités, alors que le système par lui-même n'a pas réussi à le faire. Oui, juste là-dessus, sur le numérique, j'émets quand même un doute parce que ça peut aussi creuser les écarts. Pourquoi? Entre une famille qui a le temps et aussi la connaissance de l'usage des outils numériques, notamment le hardware, où il faut être capable de maîtriser un peu ça, et une famille dont c'est pas le cas, tu peux avoir une grande disparité. Aujourd'hui, oui, mais, Ouais, mais nos parents à nous, qu'ils soient d'une bonne famille ou d'une moins bonne famille, savaient quasiment pas utiliser Internet. Enfin, on a su l'utiliser avant eux. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ça a remis un peu tout le monde à égalité, parce qu'il y avait fait, un décalage générationnel. Aujourd'hui, en France... Là, aujourd'hui, ça va. Maintenant, l'inégalité va se créer aussi via ça, effectivement. En fait, je suis pas sûr, parce qu'aujourd'hui, en France, tu as une situation d'électronisme, donc en fait, comme quand tu es entre guillemets analphabète, mais sur le numérique, qui est très forte. Je crois que ça touche à peu près 1 jeune sur 5 qui potentiellement sait utiliser un moteur de recherche et regarder des vidéos, avoir une consommation de loisirs, mais qui, pour faire du traitement de texte sur Word, pour faire un CV, pour compléter des formulaires en ligne, n'a pas forcément l'habitude. Et quand t'es, Ils auront une IA qui le fera à leur place en 3 mots dans un prompt. Donc, pointer du doigt instant. Je Je suis là pour tous les CV, il n'y a pas de souci. Ouais, mais tes parents, ils vont pas savoir t'aider. Donc, si t'es débrouillard, oui, mais est-ce que quand t'es 6, 7, plusieurs enfants, est-ce que t'as suffisamment d'ordinateurs pour pouvoir l'utiliser à la maison? C'est la compétition, tu vois, ça coûte des moyens. Ça demande des moyens. Il y a quand même un prix d'entrée, quoi. Un téléphone qui marche bien, une connexion Internet qui marche bien, et effectivement un ordinateur. Il y a de plus en plus de tablettes, du calme et compagnie, ça je suis d'accord, mais l'éducation nationale donne de plus en plus de support numérique. Enfin, moi je vois mes petits patients, ils viennent avec leurs tablettes du collège. Je crois que c'est généralisé, je ne sais pas du tout. Déjà à l'époque, il y avait des petits ordi. C'était l'ordi avec la ça. boule rouge au milieu, vous n'avez pas connu? C'était l'ordi que nous prêtait le collège, c'était un gros mastodonte avec le... Non, nous on n'avait pas cette chance-là. Ah ouais, moi j'ai pas eu ça. Ça fait ça, et les petits déj que t'avais aussi, hein. Ça fait 2 trucs. Ça devait être que pour vous dans le 93, c'était justement. pour les petits qui n'avaient pas d'ordi à la maison, du coup ils prêtaient un... Mais c'était un truc... J'aurais rêvé d'avoir un ordi de l'école. Tu faisais la recherche en 3 minutes, c'était compliqué, mais... Oui. C'est peut-être le gap de génération aussi. Aussi, je pense qu'il y a un petit décalage. Ça arrivait un petit peu après, j'étais en avance sur mon temps. Mais ce qui est sûr par rapport à ce que tu disais, c'est que l'accès à Internet, le fait de pouvoir aller... T'as quand même 83% des qui utilisent l'IA, tu vois, toutes les semaines. Alors là, les dernières études qui commencent à avoir du recul, tu as 83% des élèves qui utilisent l'IA toutes les semaines. Et alors, moi, je trouve que l'Internet, c'est quand même ouf, tu vois, le fait d'avoir toute l'information à dispo. Pour moi, en fait, le sujet, c'est surtout, est-ce que tu as envie d'apprendre en autonomie ou pas. Je ne sais pas si c'est un sujet uniquement, tu vois, bien sûr, il y a un sujet d'accès, etc., je ne dis pas le contraire, mais il y a aussi, nous, ça on le voit vraiment chez les élèves, un sujet d'avoir envie d'apprendre, tu vois, d'être motivé. Aussi. Parce qu'il faut croire en son potentiel. Si tu as l'impression de ne jamais réussir à assimiler, tu vas moins être amené à chercher à assimiler, parce que ton climat familial ou ton entourage te dit que t'es une merde. Alors que si, au contraire, tu es baigné dans « c'est pas grave, échoue, continue, tu vas finir par réussir », effectivement, tu vas aller plus à la recherche de ces C'est pour ça que pour moi, on ne prend pas les choses d'assez loin, où l'argent, c'est le nerf de la guerre. Et je pense que là, on voit de plus en plus l'inégalité des chances s'installer en France, parce qu'aussi, il y a l'inégalité des richesses qui s'installe de plus en plus. Pour toi, ça va là, sur 20 ans, les 1% les plus riches ont doublé leur richesse. Les riches n'ont jamais été aussi riches qu'aujourd'hui. Donc là, moi, j'ai juste un chiffre qui peut quand même en faire grincer des dents. D'ici 2040, les baby-boomers français vont léguer, à votre avis, je ne sais pas combien d'argent les milliardaires français vont léguer. Les milliardaires ou les baby-boomers, c'est pas les milliardaires. Baby-boomers, c'est ça. Oui, attends. Oui, c'est ça. Les baby-boomers, ils vont léguer combien en tout? Les baby-boomers français vont léguer combien à leurs enfants? Je crois que c'est 9 000 milliards, non? Oui, c'est ça. 9 000 milliards d'euros qui vont être légués. Et la première causalité, en fait, du fait qu'il n'y a pas d'égalité des chances, c'est l'héritage. En fait, il y a des gens qui naissent avec une cuillère en or dans la bouche. Je ne les blâme pas, ce n'est pas de leur faute, mais ça part quand même de là. C'est qu'en fait, tu veux nerf eux ou plutôt essayer de faire monter l'autre groupe ou faire les deux en même temps? Moi, je veux pas baisser. Moi, je veux pas forcément baisser les gens. Si au moins eux s'en sortent, je suis en mode bravo, mais c'est plus l'autre groupe qui faut arriver à faire remonter. Tant qu'on n'aura pas ce réalisme de se dire que tant que oui, il y a des personnes qui n'ont pas d'héritage, qui partent de rien, qui n'auront pas d'argent, et ces gens-là à côté qui font HEC, Polytechnique, etc., parce que c'est ça, 87% des gens qui font les grandes écoles sont issus du milieu très favorisé.
tant qu'on ne se rendra pas compte que c'est ça, même si l'école a l'air d'être gratuite en France, même si on a l'air d'avoir l'égalité de chance qui existe, ça n'existe en réalité pas quand on regarde les chiffres. Donc là, les gens ils peuvent se dire mais oui, ça existe, parce qu'on a envie d'y croire. Mais c'est comme si on capitalisait toute notre vie. Non, parce que l'école est formée pour... elle est censée être formée là-dessus. Mais c'est comme si on capitalisait l'idée de réussir notre vie si on gagnait au loto. Sur les statistiques, c'est ça finalement. C'est qu'en fait, on a une très peu de chance de finir à faire l'ENA, à faire les mines, à faire Polytechnique, quand on vient d'un milieu très très défavorisé. Donc je pense qu'il faut se rendre compte de ça. Quand on arrêtera de regarder ailleurs... Il y a toujours des contre-exemples. Forcément, on a comme les gens qui gagnent au loto. Dans une cité qui finalement c'est pas la même statistique. Je crois que si tu fais partie des 10%, c'est pas la même statistique. Oui, c'est un très petit pourcentage. Je prends l'effet extrême pour qu'on puisse comprendre. Mais il y a des statistiques derrière. 87%, c'est pas rien. Bien sûr, en 10 générations, 180 ans, c'est pas rien. Mais le truc, c'est que l'école de base, et on en revient à l'histoire Jules Ferry et compagnie, c'était vraiment, on essaye d'éduquer tout le monde pour qu'ils puissent aller travailler le plus rapidement possible, etc. Aujourd'hui, on en arrive, moi je le vois de plus en plus, et d'ailleurs les enseignants souvent que je peux avoir au téléphone, on en ras le bol parce qu'il faut individualiser l'école le plus possible aux élèves en fonction de l'enfant qui a un TDAH, en fonction de l'enfant qui a un problème visuel, le problème qui a en anxiété, etc. Et on va chez lui, voilà, etc. Et on va quand même dans une individualisation de plus en plus du parcours scolaire et on tend vers ça et effectivement c'est possible que sur le sondage de Sherpa tu évoques un biais, c'est que je ne sais pas comment ont été recrutés l'échantillon, je ne sais pas combien il y a eu de questionnaires remplis, mais il y a peut-être un biais du fait que ce soit cette plateforme de cours en ligne qui fasse le questionnaire. C'est l'IFOP qui fait le truc, tu as une méthode des quotas. Du coup je ne sais pas, tous les biais ont été... il peut nous répondre, mais c'est la méthode des quotas qui a été utilisée pour ce baromètre-là. Il y a l'IFOP derrière. Et il y a l'IFOP aussi en soutien. Du coup, les biais, Wes française, enfin voilà. Pour répondre sur le point, en fait, je comprends ton discours, mais je trouve que ça a un côté aussi un peu déresponsabilisant, parce qu'à partir de là, tu vois, la réussite, ce serait que, genre un peu une histoire de chance, c'était d'être né au bon endroit au bon moment. Heureusement aussi que, tu vois, t'as quand même un peu la main sur ton destin et que tu peux construire des choses. Nous, tu vois, le truc qu'on essaye de faire à notre humble échelle, c'est d'essayer de rendre le soutien scolaire le plus accessible possible au plus grand nombre, parce qu'en fait, on est conscient que, et c'est pour ça qu'on a créé cette boîte, que si c'était un truc genre vraiment ultra cher et que réservé aux riches, on serait dans une société, je pense, dans laquelle personne n'a envie de vivre, alors que si tu acceptes le fait que il y a des inégalités, que c'est un fait, que de toute façon, je veux dire, la seule manière qu'il y en ait plus, c'est de passer au communisme, mais sorry, ça n'a pas marché, il y a des pays qui ont essayé et ils en sont revenus. Voilà. Et te répondre par rapport à l'héritage, je pense que surtout le gros problème aujourd'hui en France, c'est le travail qui paye pas. En fait, si on pouvait aujourd'hui vraiment s'élever par son travail, ce serait incroyable. Le problème, c'est que le travail aujourd'hui, il est ultra taxé dans notre pays et que ça a jamais été aussi dur de s'élever socialement par son travail, parce qu'à la fin du mois, tu as des taxes dans tous les sens, il reste pas grand-chose, quoi. Et ça, c'est aussi des études qui le montrent. En fait, aujourd'hui, notre génération finance largement les retraites et la sécurité sociale des personnes. Enfin voilà, et tu vois, on peut débattre du fait qu'on ait une gérontocratie. Et je te répondrai oui, mais à côté de ça, je pense que c'est une grosse erreur de dire, en fait, on va niveler le niveau par le bas. On va. C'est pas du tout ce que j'ai dit. C'est pas du tout ce que j'ai dit. On pouvait le comprendre. C'est pas du tout ce que j'ai dit. En fait, de s'alarmer du fait que les riches sont de plus en plus riches et que les pauvres sont de plus en plus pauvres, ce n'est pas dire que j'ai envie d'enlever les lingots d'or de la bouche des riches. Et je trouve ça désolant, en fait, de toujours vouloir les défendre, alors qu'il n'y a aucun riche autour de la table, de vrais riches, je parle. Je pense qu'il n'y en a pas vraiment. Je parle pas de communisme non plus. Je parle pas de ce genre de choses-là, juste d'avoir une réalité, de se dire que l'égalité des chances, c'est quelque chose qu'on essaie de nous vendre, c'est un espoir qu'on essaie de nous vendre qui n'est pas vraiment réel. Je pense que ça ferait du bien aussi tu dis que c'est déresponsabilisant, je pense que ça ferait du bien à certains enfants de milieux très précaires, qu'on arrête de leur dire que c'est forcément eux qui ont leur destin en main, que c'est forcément de leur faute s'ils ne réussissent pas. Qu'est-ce qu'il faudrait leur dire alors à la place ? Qu'il y a aussi une réalité du système, qu'ils sont foutus, c'est pas forcément, non, pas qu'ils sont foutus, pas de chance, mais qu'il y a une représentation. On peut parler de représentation de nicotine qui peut faire ce genre de choses-là, mais par contre, d'une réalité que ce n'est pas forcément de leur faute. Ce n'est pas forcément de leur faute. Je pense que oui, peut-être qu'il faut voter mieux. Je dis pas qu'il faut voter communiste non plus. Peut-être voter mieux, pas pour un Macron qui fait en sorte que les plus riches doublent leur fortune sur ces quinquennats et que peut-être on pourra s'en sortir un petit peu mieux. Sinon, pour moi, et je reprends Macron, c'est de la poudre de perlimpinpin de dire qu'on va y arriver en essayant de mettre des petits pansements sur une plaie béante. Et c'est très bien d'essayer de faire des cours en ligne, que je ne blâme pas du tout les Sherpas en soi. Il faut que ça existe, ce genre de plateforme-là. Déjà pour les classes moyennes et les classes un peu plus favorisées, il faut que ça existe. Par contre, au global, je pense qu'il faut, c'est un sondage de l'IFOP, j'en attends plus.
Et l'IFOP, là, ça me déçoit un petit peu. Je me tourne un peu plus vers l'OCDE, là, à ce moment-là, qui rappelle que, encore une fois, 6 générations. Est-ce que c'est normal de devoir attendre 6 générations avant de sortir de la pauvreté? Je ne pense pas. Est-ce que tu voulais rajouter une dernière chose, Étienne? Après, nous, on va continuer un petit peu le débat. Je te laisse quand même un petit mot de fin. Je trouve que c'est un petit peu dommage parce que si tu veux, je comprends tous tes points, mais pour moi le sujet c'est on peut dénoncer le système indéfiniment et dire qu'en fait c'est toujours la faute du système, etc. La réalité c'est qu'on vit tous dans le système et en fait aujourd'hui moi la seule chose, et tu vois c'est les valeurs qu'on essaie de transmettre à nos élèves, la seule manière de s'en sortir aujourd'hui c'est le travail, c'est de bosser, c'est d'investir en soi, d'investir dans son futur. Et tu vois moi il y a une chose que je sais, c'est qu'en général les élèves qui passent par les Sherpas ils progressent de plus de 4 points en moyenne. 4 points, je suis désolé, ça change une vie, c'est un des meilleurs retours sur investissement que tu peux avoir en fait dans toute ta vie, parce que ça te fait passer d'élève en difficulté à élève moyen, voire d'élève moyen à élève bon, et ça peut changer totalement ta trajectoire. Alors je suis d'accord, bien sûr, le système il n'est pas parfait, enfin on sera jamais une égalité qui est parfaite, mais pour moi, tu vois, ce qui est le plus important, c'est l'égalité d'espérance, et nous, ce qu'on essaie de faire à notre humble échelle, c'est de donner une égalité d'espérance aux gens et de leur dire, voilà, si vous passez par les Sherpas, vous aurez un professeur, peu importe où vous habitez en France, parce que c'est à domicile et c'est en ligne, qui va pouvoir vous aider, qui va pouvoir aider votre enfant et qui va pouvoir l'aider à être sur le bon chemin et le chemin de sa réussite, et en laissant évidemment hyper large, tu vois, l'éventail des réussites, parce qu'il y a plein de manières de réussir sa vie et c'est ce qu'on essaye de faire tous les jours. Voilà, et c'est très ça, beau. c'est une vraie fierté. C'est très beau, et si on vivait dans le monde des bisounours, peut-être que ce serait une réalité. Par contre, moi, je trouve ça très violent pour des enfants, des personnes qui n'arrivent pas à réussir leur vie, qui sont caissiers, qui se cassent le dos tous les jours, et qui, du coup, on leur dirait... Il n'a jamais dit que l'égalité des chances c'était parfait. Non, je il dis est pas dans ça. le même constat que nous, justement. En fait, il a un outil pour essayer de... Il y a un truc de dire, le travail va faire en sorte que tu puisses t'en sortir. Donc, en miroir, ça veut dire quoi pour les gens qui ne s'en sortent pas, qui ne sont pas assez travaillés? Non, mais alors, je parle à ta place, c'est juste que si tu ne travailles pas, tu ne pourras pas t'en sortir. C'est pas forcément tu vas réussir, mais tu dois essayer pour réussir. Donc il faut dire ça. Tu pourras peut-être t'en sortir. Je crois que c'est ce qu'il dit. Tu pourras peut-être en sortir. Plus 4 points, tu passes pas à 20 sur 20 demain. Je pense pas que le slogan en marketing, ce sera ça. Ce sera pas assez vendeur. Mais dans la réalité des choses, je pense qu'il faut pas oublier ces gens-là, et c'est très violent de leur dire ça. Il ne promet pas une richesse parce que tu t'es abonné au programme de cours en aide. Et il dit pas tu finiras millionnaire. Enfin, il est pas en... Ça existe sur les réseaux sociaux, certains qui te vendent des... Avec le trailer, son trailer dit un peu la même chose. Il dit si tu te donnes les moyens, tu peux essayer de réussir, même si moi je suis issu de l'ASE et compagnie. Enfin, il y a ce côté, effectivement, et c'est ce que l'école essaye d'apprendre, c'est le côté de travailler, essayer d'avoir des bonnes notes. Ce qu'il faut, à mon sens, déconstruire en tant que psychologue, du coup, c'est plus tout ce qui va être stigmatisant, stéréotypes, les biais qui sont des fois induits. Il y a même des études, et ça se joue au plus jeune âge, il y a des études qui montrent que dès l'école maternelle, entre un enfant qui a 2 ans à 3 ans à peine et un enfant qui a bientôt 4 ans, ça représente 20% de la vie. Et donc, dès là, ça se joue parce que l'enfant qui est 20% plus jeune que les plus grands de la classe, va peut-être être plus en retrait, voire qui participe un peu moins, parce que son cerveau est moins développé. Et donc, à partir de là, il va apprendre moi, je participe pas trop à l'école parce que... Bon, il y a plein de choses à démonter, mais on va y arriver, je pense, en réfléchissant tous ensemble. Et je crois que les Sherpas, et moi, à l'époque, c'était Matrix sur YouTube, qui m'a beaucoup aidé à réviser les maths. Et c'est quand même des choses essentielles pour qu'on puisse tous réussir. Et aujourd'hui, avec l'IA, on peut faire des trucs merveilleux. Et je pense que c'est comme ça, mais je crois que la grande problématique, c'est surtout tous les biais, tous les stéréotypes qui, là, on se fait du mal à les entretenir. Et on les entretient. Oui, il y a la réalité du plafond de verre. Tu parles de stéréotypes de genre, par exemple. Il y aura quand même ce plafond de verre-là qui est au-dessus de nous. On pourra se donner tous les moyens. Et je suis désolée, peut-être que c'est trop pessimiste pour vous, mais c'est une réalité de la vie qui est dure. On pourra essayer de se donner tous les moyens qu'on veut. Il y aura quand même ce plafond de verre-là au-dessus de ma tête, qui est parce que je suis une femme, parce que peut-être que je suis issue d'une immigration, parce que mes parents ils sont ouvriers, qui va faire que mon ascension elle sera bloquée à un moment donné. Donc oui, c'est un petit peu possible. On parle d'ascenseur social un petit peu cassé. Moi, je pense que surtout, on n'a pas tous les mêmes boutons dans l'ascenseur. Moi, je peux pas aller au 11e étage, et à un moment donné, c'est en juste ayant impossible. Des exemples qui percent les failles que finalement on se dit c'est faisable, parce que ça sert d'exemple, et in fine, ces boutons-là, ils se rajoutent. Toi, tu disais génération après génération, je pense qu'aujourd'hui, tu as plus de boutons dans ton ascenseur qu'avait ta grand-mère. Ah bah oui, c'est sûr que ma grand-mère, elle était au Maroc secrétaire. In fine, j'espère que ta petite fille aura plus de boutons dans ton ascenseur que tu en as aujourd'hui. Mais ça existe Mais c'est parce qu'il faut tendre vers ça. Je dis, on le fait, le constat. Les parents, comme il l'a dit, sont de plus en plus réalistes. Nous, je pense qu'on a baigné dedans, on le voit très bien que l'égalité des chances, pour l'instant, est encore farfelue. Tu voulais dire un truc, Jules, et je pense qu'on va te laisser, Étienne. Merci beaucoup d'avoir pris le temps avec nous. C'était très intéressant d'avoir ton point de vue.
Mais vraiment, moi, je pense un seul point rapidement, c'est, si l'ascenseur il est cassé, faut pas hésiter à prendre l'escalier, quoi. Et en fait, c'est pas en attendant, mais en passant notre temps assis. Il est fort. Ouais, mais moi, c'est le discours marketing qui me dérange, mais c'est pas grave. En fait, faut juste y aller. Et moi, je suis convaincu qu'il y a de la place, c'est que tout le monde peut réussir. Oui, s'il s'en donne les moyens, oui, ça demande de taffer, oui, c'est pas facile. Mais je veux dire, il y a plein de gens, même juste sur cette antenne, qui sont. Dogbeat est le témoignage d'un mec qui a réussi à faire des trucs incroyables dans ta vie. En fait, tu l'as fait parce que le matin, tu t'es levé, tu étais au rendez-vous et tu t'es donné les moyens. En revanche, tu vois, en portant un discours en disant non, mais alors la vie, elle est difficile, etc. Mais ouais, la vie, elle est dure. Bien sûr qu'elle est dure, on le sait tous. Mais en fait, c'est parce qu'à un moment donné, tu te dépasses et que tu essayes d'aller déplacer des montagnes qu'il se passe des choses. C'est sûr que si tu attends dans ta chambre à pleurnicher, il se passera rien. Voilà. Non, mais on peut pas. En fait, c'est ça qui me dérange. On peut pas dire des gens de classe précaire qui pleurnichent dans leur chambre. Ça, c'est pas possible. Je crois pas qu'il a dit ça. Bah si, c'est vraiment ce qu'il vient de dire. Bah oui, mais c'est pas entendable. Ça peut être quelqu'un qui est... Je suis désolée, c'est pas entendable. Et moi, in fine, à la fin, j'ai rien à vendre. Moi, là, j'ai rien à vendre sur ce plateau-là. Toi, t'as quelque chose à vendre. Je suis désolée, on peut pas dire que les gens pleurnichent. Je suis désolée, c'est pas entendable. Je pense qu'il y a un équilibre. Il faut être pas caricatural. Dans un sens, tu peux dire, effectivement, il y a un système de répartition des richesses qui est défectueux. Et ces inégalités sociales s'accroissent et ça peut avoir ça a des répercussions sur sur le scolaire. Mais pour autant, c'est pas parce que tu ne donnes pas, comme je dirais, horizon à chacun que tout le monde va réussir et devenir un entrepreneur. J'ai la réponse à tout demain matin. Que entre guillemets, tu ne dois pas donner d'autres voies à voir. Je pense que tu vois, c'est pas enfermer dans la précarité quelqu'un. Mais c'est pas ça que je dis. C'est ça en fait, c'est qu'en fait mon propos est déformé depuis le début. Je ne dis absolument pas que ces choses-là ne doivent pas exister. Je l'ai jamais remis en question. Depuis le début, je dis qu'on regarde ça de façon micro, qu'il faut prendre du recul. Donc ça, c'est très très bien que ça existe, c'est très bien et que ça continue et ça doit exister. Je ne dis pas que ça ne doit pas l'être. Je dis qu'il faut arrêter de mettre un pansement sur une plaie béante. Donc oui, ça peut exister pour 10% de la population et on va continuer à donner. En fait, maintenant, la méritocratie, c'est l'opium du peuple. On va leur donner ça, leur dire vous pouvez y arriver en regardant cette petite fenêtre d'ouverture qui peut exister pour vous, et ailleurs on ne regarde pas ce qui se passe en macro. Mais ça existera toujours. Et moi-même, j'ai pu faire des cours particuliers parce que ma mère a fait des heures sup et que j'ai eu des cours particuliers, et ça m'a aidé d'être ici et d'avoir du coup défié les 90% de chances que j'aurais pas été ici et j'aurais pas fait un bac plus 5. Je les ai défiés, ces choses-là. Mais parce que je viens de cette réalité-là, je pense que tu en viens aussi, et il y en a plein qui viennent de cette réalité-là, je ne veux pas rentrer dans ce discours de mais c'est juste de la force de mon travail qu'aujourd'hui j'ai un bac plus 5 alors que mon père il n'a pas le bac. Et on prend de façon un peu plus macro. Et moi je me souviens des personnes qui étaient à l'école avec moi. Je me souviens de ces gens-là qui ont été mis en pro parce que ses parents ils parlaient pas français et qu'on ne regardait pas leur bulletin de notes et qui ont juste été abandonnés par le système. Moi je me souviens de ces gens-là et je ne leur dis pas que c'est des gens qui pleurnichent dans leur chambre et qui n'ont pas fait assez. Je leur dis que c'est le système qui les a fait enterrer de cette façon-là, et qu'on ne les oublie pas, et que oui, ça peut exister. Non, le système a clairement pas eu le temps pour aller plus loin avec eux, parce que du coup, ils ne correspondaient pas aux critères qu'il fallait, et je me reconnais là-dedans. Après, on est des mauvais exemples, nous, parce qu'on en revient à ce qu'on disait la semaine dernière, on est des biais du survivant. Donc en fait, pour notre réussite à nous, on cache des milliers de gars qui sont planqués dans le placard et qui ont eu des je pense que c'est à nous, en tant que personnes privilégiées, du coup, aujourd'hui, de porter là où je te rejoins très longuement, c'est que actuellement, les générations précédentes, pour sortir de ces carcans et faire prendre l'ascenseur social, mais de manière assez vertigineuse. Vertigineuse. Ouais, je l'ai. C'était par rapport au sport, par rapport à la musique, par rapport à des arts un peu comme ça, qui permettaient de passer de vraiment, je gagne une misère, ma famille gagne une misère, et d'un coup, on est multimillionnaire. Tu avais quelques points comme ça. Aujourd'hui, ce qui a permis de faire ces ascenseurs sociaux extrêmement rapides, étrangement, c'est des choses qui sont venues des États-Unis. Donc tous les nouveaux métiers à travers l'influence, ce genre de choses, parce que les réseaux sociaux, parce que les GAFAM, etc. C'est vrai que c'est très peu de choses qui sont venues intrinsèquement du système français. Quand on regarde aujourd'hui, les nouveaux multimillionnaires, c'est soit des gens sortis de télé forcément et qui ont été profitables à des secteurs, mais qui du coup représenter une forme de réalité, soit des gens qui ont sauté sur des nouvelles opportunités qui sont arrivées avec les générations, type créer des applications, des choses comme ça, qui du coup, intrinsèquement, c'est pas le système français qui avait des filières qui permettaient de faire ça aussitôt. Peut-être qu'aujourd'hui, ça existe. Mais c'est vrai que c'est très compliqué, en dehors de ces directions-là, de sortir de manière radicale du circuit de nos parents ou de nos grands-parents, où il y a une continuité qui fait que tu restes dans une certaine forme de pauvreté, ou si tu ne fais pas un effort considérable sur toi-même, plus cet énorme facteur chance, tu auras beau faire beaucoup d'efforts, tu n'y arriveras pas. La méritocratie, effectivement, elle a une fin à ce moment-là. C'est pour ça que je te rejoins, mais il ne faut pas inciter les gens à se dire
c'est sur tes épaules, t'as pas le choix. Ne tente rien, parce que dans tous les cas, c'est voie à l'échec. Je repense à un Kerry James, moi, qui, quand je l'écoutais étant plus jeune, me mettait des trucs dans la tête, qui me permettait peut-être d'aller voir un peu plus loin que le bout de mon nez, parce qu'il me faisait réfléchir, ce mec-là. Et quand je vois qu'il sort des films type Banlieusard, où tu vois que dans la famille, c'est compliqué, mais il y en a un qui fait des études d'avocat, qui a un art oratoire. Bon, voilà, c'est très romancé, mais ça inspire aussi potentiellement de vraies histoires. Tu te dis que c'est possible. Dans ta bande de potes, il y en a un qui a réussi à faire ça. Peut-être que dans la bande de potes suivante, il y en aura 2, peut-être 3. En tout cas, c'est en train de se démocratiser. Mais c'est vrai que c'est très lent. Je suis plus à l'aise. Mais est-ce que ça doit se faire dès la primaire, dès le collège, dès le lycée? Tu vois, c'est aussi compliqué. Est-ce qu'on doit annuler toutes les écoles entre guillemets, payantes et faire que de l'école gratuite? Toutes les écoles privées, on les supprime tous. Elles n'existent plus pour vraiment mettre tout le monde dans le même carcan non, je pense que ce serait... et pas faire partir tout le monde avec le même bagage. Si on est trop radical comme ça et qu'on supprime tout d'un coup, le système va se casser la gueule et que c'est quelque chose. Et pourtant, ça ramènerait les égalités au plus proche. Mais c'est quelque chose qui doit se faire de façon progressive. Moi, j'ai envie de croire en l'école publique. Je suis une enfant de l'école publique et j'y crois quand même, ne serait-ce qu'un petit peu parce que j'existe et j'ai réussi mon parcours scolaire. Et je pense qu'il faut réinjecter de l'argent dans ça. Il faut remettre du respect sur le métier de professeur. On a quand même beaucoup oublié que c'est un métier à la base très noble. Il faut remercier ces gens-là, leur donner plus de moyens. Et juste, je pense que là, quand tu dis que tu parles de Kerry James, etc., on pouvait parler de nicotine. Quand ça vient de ces personnes-là, c'est déjà un peu plus digeste, un peu plus entendable. Parce qu'ils savent d'où ils viennent. Ils savent nous parler avec nos mots aussi. On a aussi une tonalité différente, un wording différent que quand c'est des personnes du système au-dessus, qui sont des bourgeois, qui sont des personnes qui ont des entreprises pour nous vendre quelque chose, qui nous disent « Ah, mais vous pouvez y arriver » avec du coup une déconnexion. Il y a des gens qui ne vivent pas nos réalités. Là, moi, je suis mal à l'aise. Par contre, je serais toujours pour dire aux jeunes de mon quartier, moi j'habite toujours, j'ai pas quitté le 93 et c'est un choix, de toute façon, j'ai pas encore trop les moyens pour le quitter, de toujours dire aux gens, vous pouvez vous imaginer. Et justement, leur injecter cette idée-là de, vous pouvez faire même plus que ce que vous croyez pouvoir faire, mais il faut que ce soit un petit peu de vous, de la chance et surtout le système. In fine, ce sera le système. Donc c'est pour ça que je parlais de macro, vraiment de prendre du recul. Mais par contre, oui, on ne peut pas s'enterrer dans l'idée de « Ah bah de toute façon, laisse tomber, je ne serais pas mieux que mon père qui est ouvrier. » Et surtout, pas faire du classisme où l'ouvrier, c'est quand même aussi très, très beau pour ces gens-là, sans mettre non plus de la glamourisation là-dessus. Je ne crache pas non plus là, sur les personnes ouvrières. Mais il faut oser s'imaginer en étant réaliste. Mais indirectement, ça évolue de manière générale parce que avant, on était, je parle avant, tu remontes 1, 2, 3, 4 générations, on était enfermés dans notre quartier, donc tu connaissais la vie de tes parents, la vie de tes voisins, la vie peut-être du mec au bout de la rue, des gens avec qui tu fréquentes. Aujourd'hui, on a eu nous on a grandi avec la télé, donc en fait, je te dis une bêtise, quand il y avait un reportage sur Thierry Henry, ça m'a inspiré de fou. Tu vois, je me dis, ah bon, certes, c'était du foot. Juste après, j'avais un reportage peut-être sur un mec qui est devenu avocat et qui était en fait un mec de quartier, tu vois. Et en fait, ça m'a inspiré de fou parce que j'ai eu accès à ces médias-là. Aujourd'hui, même ce mec de quartier, il n'est plus enfermé dans son carcan parce que, au pire, il a un smartphone ou quoi, il peut aller, entre guillemets, s'inspirer d'autres choses. Donc, je suis en train de me dire, même si c'est pas le système qui a ramené de l'égalité, les outils qu'on arrive à développer, est-ce que c'est pas eux qui sont en train de créer la meilleure égalité des chances? Je reviens à ce que je disais tout à l'heure, l'IA, Internet, les smartphones, qui font que, on a tous les mêmes outils entre les mains pour essayer de prendre notre destin entre nos mains, contrairement à avant, ou même si tu avais la meilleure volonté du monde, soit tu avais la meilleure bibliothèque, soit c'était c'est ça, c'est mort. C'est un peu la réflexion que j'ai eue et je ne me suis pas avancé parce que j'ai aucune statistique en tête ou étude et Jules, t'en as peut-être, mais il y a peut-être une grande différence depuis l'introduction de l'école, du système éducatif, etc. Le changement de classe sociale n'a peut-être jamais été aussi simple, ou est-ce que je suis naïf par rapport à il y a des décennies de ça et plusieurs générations. Avec de manière générale l'arrivée de l'école, les réseaux sociaux, Internet, je pense. Toute la culture l'information. J'ai l'impression que les réseaux sociaux, pour le coup, ont au moins ouvert un spectre assez, en tout cas beaucoup plus grand pour chaque personne. C'est-à-dire que du jour au lendemain, tu pouvais apprendre à jouer d'un instrument, à pouvoir. Après, il y a les algorithmes qui t'enferment dans des trucs un peu néfastes. Oui, ça, c'est mais un autre sujet. il suffit encore une fois. YouTube, c'est génial, les tutos YouTube. Les tutos YouTube, à la base, toute leur communication était sur ça. Changer une ampoule facilement, changer un pneu, alors qu'avant, t'appelais le papa, t'appelais le tonton. Maintenant, on appelle un peu moins nos familles pour nous aider. Clairement. J'appelle toujours mon père dès que j'ai un problème d'électricité, mais je reviens sur le bac. Moi, le faire avec un tuto. J'étais censé ne pas avoir le bac, c'est-à-dire que j'avais avis défavorable, vous n'aurez pas le bac. Quand je suis arrivé à récupérer mes résultats, on m'a dit alors Baptiste, rattrapage ou vous ne l'avez pas eu? Vraiment, c'était ce niveau-là. Merci à ma prof principale. Big up.
Bon, je l'ai eu avec mention. Mais en fait, j'avais bossé à fond avec Internet, YouTube à fond, mais surtout l'histoire géo. C'est moi, j'utilisais Cartable avec un K, je ne sais pas si ça existe toujours. Cartable, YouTube, à gogo, etc. Et ça m'a sauvé de mon baccalauréat parce que en fait, je suis très peu allé au lycée parce que j'avais des problèmes de santé et j'y suis pas allé. Et donc aujourd'hui, tu vois, alors je suis pas issu d'un milieu défavorisé, j'ai cette chance et je me rends pas compte à quel point ça peut être difficile, mais je me dis que moi, tout seul dans mon petit coin là, avec des musiques de rap US à me motiver, j'ai décidé, je me suis dit non vas-y, tout le monde est en train de me dire c'est finito pour moi. J'ai pris l'escalier et je me suis donné à 200%. Et je pense qu'il faut réussir à trouver ce juste équilibre. Mais je me doute à quel point ça doit être terrifiant et dur. Enfin moi, quand j'étais adolescent, j'avais 17 ans, j'étais terrifié de ne pas réussir. Parce que ça nous isole, parce que tout le monde nous répète « ça y est, tu n'y arriveras pas ». J'arrivais, j'étais tellement malade que j'arrivais, on me disait « ah, comment il s'appelait le petit là du fond qui est jamais là d'habitude ?» Enfin, on nous rend, mais genre, et c'est ça qu'il faut casser. À mon sens, il est là le combat. Mais tu vois, là, tu parlais un peu de mobilité. Oui. Je disais que l'argent, c'est le nerf de la guerre. On pourrait ne serait-ce que... une autre causalité qui n'était pas dans le sondage, c'est la mobilité, et pour le coup, vraiment pouvoir se déplacer. Quand on habite en banlieue parisienne, les gens pourraient penser que... Moi, par exemple, je suis à 12 km de Paris. Pour des gens qui habitent en région, 12 km, c'est rien du tout. Pour faire le trajet jusqu'à Paris, moi, je mettais 1h30 pour aller à la fac. Donc, c'était 3 heures de transport par jour. Et je pense que c'est la mobilité à Paris, mais je ne parle pas juste de la RATP, je parle de la SNCF, de région parisienne, du Grand Paris. Il y a cette volonté-là de... On veut faire le Grand Paris, mais on ne le fait pas. Et je pense qu'il y a une volonté de ghettoisation de certaines personnes, de ne pas rendre accessible aux gens de banlieue. Pour faire de banlieue à banlieue, c'est très compliqué aussi. Il y a certaines universités entre banlieues. Je mets plus de temps pour aller à Cergy, qui est censée être proche de chez moi. Donc il y a la mobilité aussi. Et là, j'oublie pas les gens de région, qui sont en région, mais il n'y a pas d'école en région. Il faut aller à Paris, il faut trouver un appartement, il faut à 18 ans ne plus être à l'école, plus être avec les parents, faire les lessives, faire à manger, en plus des cours. Il y a toute cette réalité-là qui est très compliquée. Moi, ça a été les deux chances que j'ai eues. Pour revenir à ce que tu dis, tu as raison. Vos deux histoires, c'est les deux chances que j'ai eues. C'est que j'ai eu la chance d'être dans le 19e arrondissement de Paris, donc carte imaginaire. Donc en fait, une fois que tu as la carte imaginaire, tu avais accès à tout Grand Paris, donc ça me faisait bouger. J'allais voir des potes. Et tu vois autre chose. Et effectivement. Et le meilleur comme le pire. Tu vois, je pouvais des fois squatter une soirée dans le 16e, me dire what the fuck. C'est quoi le plafond il est haut. Pourquoi ton plafond il est aussi haut? Tu sais, limite, j'étais en mode trop chelou. Et après, être en soirée où j'étais dans une cité, alors que je suis pas de la cité, hein. Mais je tenais les murs avec des mecs, j'étais pas du tout de la cité. Mais histoire de parce que j'avais des potes en commun. Et la deuxième chose, c'est Internet, qui du coup, j'ai eu la chance dans le 19e arrondissement d'avoir aussi une connexion très tôt. Sans ces deux choses-là, je pense que j'aurais pas pu avoir le destin que j'ai eu et j'aurais été enfermé dans un destin qui aurait été plus traditionnel, en tout cas qui ressemble peut-être à celui des copains que j'avais à l'époque. Donc, c'est pas le système. Alors, le système, après, c'est là où la question, c'est quelles sont les limites du système? Est-ce que le but, c'est juste de te dire, tu sais lire, compter, entre guillemets, j'abuse, hein, lire, compter, avoir un esprit critique, etc., et ensuite, après, bonne chance? Ou est-ce que le but, c'est de faire de tout enfant un millionnaire? Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est aussi pas réaliste non plus. Ah oui, Donc, c'est pour ça que c'est compliqué de se dire quel est le but du système. Je crois que le but du effectivement, système... la mobilité est un bon point, selon moi. Parce que c'est un truc qui m'a marqué. J'ai beaucoup pris les transports en commun. Ça m'a beaucoup trauma parce que du coup, tu vois aussi la misère des gens dans les transports. Donc, en fait, tu te ramènes, tu te dis putain, mais ça c'est moi plus tard, ça. J'ai pas envie. J'ai pas envie de devenir ça. Alors que ça se trouve, la personne va très bien, mais tu sais, c'est marqué sur les visages quand les gens ont une vie difficile. J'invite les gens à prendre le premier métro. Je sais pas si autour de la table, il y a quelqu'un qui a déjà pris le premier métro, mais pas en rentrant de soirée. 6h30, tu penses? Pour aller au taf. Ouais, non, moi. C'est un Tous les matins. Moi, j'ai eu la réalisation. 18h30, quoi. Non, mais le premier métro, c'est là qu'on voit que c'est que des personnes issues de l'immigration, c'est que des personnes racisées. Parce qu'ils font des métiers. Parce qu'ils font des métiers très difficiles. Moi, j'ai levé la tête, j'ai vu que des personnes noires et maghrébines autour de moi. Je me suis dit, ah d'accord, je comprends qu'en fait, oui, c'est toutes les femmes de ménage, tous les agents de sécurité, toutes ces personnes-là. Et c'est une France qu'on ne voit pas aussi. C'est vrai. Tu voulais réagir, Baptiste, pardon, je t'ai coupé. Je l'ai plus. Un plaisir. En tout cas, effectivement, c'est en marche et c'est quelque chose qui n'a pas fini mais tu as raison que c'est aussi à travers les discours, les rencontres qu'on fait. Parfois, une rencontre dans une vie peut changer quelque chose. Tu l'as retrouvé? Ouais, j'ai retrouvé. C'est par rapport à l'école, le socle de l'école, c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure. En fait, c'est de nous donner les bases d'eux. Et après, c'est censé être basé sur un système de méritocratie qui a des biais et qui est problématique parce que stigmatisé. Ça n'existe pas selon moi. Oui, mais le problème, c'est que si on oblige... Je te dis une bêtise. Moi, quand il y a une dizaine d'années, quand l'e-sport commence à archi-marcher, j'étais en mode, mais vas-y, trop chelou, pourquoi dans les quartiers, ils mettent pas des ordis à disposition tu vois, parce que j'ai beaucoup squatté, pas des foyers, mais des endroits où tu te rejoignais entre potes pour jouer à des jeux et t'aérer l'esprit. Juste, tu mettais des PC, pour comme ça, peut-être que dans ça, il y a des gens qui vont avoir des vocations pour créer des applications, des choses comme ça. Mais il y a des gens 10-15 ans. Visionnaires, les gens, ils n'avaient pas l'idée de ça. Non, mais juste, il n'y avait pas les moyens. Anyway,
Et les seules réponses que j'ai eues, c'est ils vont les casser, ils vont les voler. Je vais pas te mentir, c'est les réponses qu'on m'a données. Ils vont les casser, ils vont les voler. J'étais en mode, bah non, nous, on n'a jamais cassé le billard, on avait que ça pour jouer. On n'a jamais cassé le flipper, enfin bref. Mais en tout cas, j'étais en mode, mais s'il y a 10-15 ans, tu avais créé ça, déjà, tu crées de la richesse, parce que c'est des gens qui vont avoir des emplois, qui vont du coup payer des impôts, qui vont forcément coûter moins cher que s'ils sont payés au RSA ou autre, tu vois. Donc j'avais cette intelligence-là il y a 10-15 ans, en me disant, c'est trop bizarre pour les avoir fréquentés ces lieux-là. En plus, c'est des gens qui ont du temps libre, techniquement, qui cherchent des portes de sortie, etc., etc. Et après, peut-être, je me suis dit, en fait, ça se trouve, ça ne les aurait pas intéressés, ils auraient préféré jouer à FIFA et pas aller plus loin pour essayer de créer leur avenir. Et j'ai été très, très étonné de me dire, on tente rien, tu vois. Mais est-ce que si, imaginons, ils l'avaient fait, est-ce qu'on n'est pas en mode, ouais, mais c'est pas au système de dire quel métier tu dois faire demain? Et là, on en revient au truc de, bah non, la liberté de chacun fait que on doit trouver notre parcours par nous-mêmes. Et on ne doit pas être dirigé par un système qui dit « Ah bah tiens, toi, il nous manque des gens que dans cette fibre-là, on va te former là-dedans et tu vas y aller. » C'est là où c'est compliqué, parce que du coup, on va les accuser derrière de former des gens que dans des métiers qui leur est profitables. C'est là où c'est intéressant quand on parlait de la notion de pouvoir imaginer. Moi, par exemple, les sorties scolaires, ça n'existait pas là où j'ai grandi. J'ai fait aucun voyage scolaire. Là où je suis allée le plus loin, c'est Grenoble. Et parce que j'ai réussi à gratter des places avec les BTS, parce que j'avais des bonnes notes en physique-chimie, on est parti voir un accélérateur de particules. Voilà. Mais sinon, j'ai jamais fait aucun voyage scolaire. Ouais, bien sûr. Donc ça n'existe pas, moi, dans mes lycées. On est allé une fois au théâtre. Et il faut comprendre la réalité. C'est qu'en fait, quand on se déplace de la banlieue vers Paris, on s'est fait moquer. Parce qu'on n'était pas habillés de la bonne façon, parce qu'on ne parlait pas de la bonne façon. Et je me suis rendu compte de comment les gens au théâtre nous regardaient. Ne serait-ce que partir dans la ville d'à côté. Moi, j'habite dans le 93, mais limite 95, il y a une ville un peu plus riche à côté. Quand on traversait la frontière et qu'on se baladait en tant que personne de banlieue, on nous regardait bizarrement. Donc c'est ça aussi, c'est que si on pouvait aller plus, la mobilité, comme je l'ai dit en premier, les sorties scolaires, aller au cinéma, ce genre de choses-là, déjà on ouvre un peu le capital culturel. Au-delà du capital économique, il y a le capital culturel qui est hyper important. Ça fait rêver, Et ça, si on emmenait les enfants, les colonies de vacances. Je sais que tout à l'heure, ça clashait un peu les communistes, mais pour le coup, je suis passée d'une ville communiste à une ville centriste. Et je vote pas communiste, hein, il y en a qui disent ça, mais pour le coup, c'était même pas mon premier vote. Quand j'étais jeune, j'étais pas encore assez alertée à cette époque-là. Aujourd'hui, je voterai autrement, mais ça, c'est encore autre chose. Mais la ville où j'ai grandi, c'était 1 € pour aller au parc Saint-Paul, pour aller machin. Et c'était hyper cool. Là, moi, dans ma ville actuelle, il n'y a plus rien, quoi. Ouais, pour les jeunes. C'est encore en région parisienne, par exemple, tu avais des aides sur les colonies arc-en-ciel, choses comme ça. Ouais, les colonies. J'ai beaucoup fréquenté, c'était trop bien. Ça, c'est génial. C'est des initiatives géniales. Je pleurais en quittant mon PC, mais je pleurais après en quittant mes amis que je m'étais fait. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a plus rien, ça ferme, quoi. Toutes ces choses-là ferment. Il y a moins d'argent pour les associations. Ils emmenaient les enfants voir la première fois la mer. On voyait des images incroyables comme ça. Bien sûr. Ou des mecs en quartier. Moi, j'ai adoré voir des mecs de quartier au ski. Ouais, mais c'est génial. Ouais, mais alors après, forcément, ça faisait des clips, ça se moquait et tout, et tu voyais qu'il y avait un décalage. Mais pour nous, c'était genre en mode, c'est le truc inaccessible, tu n'imagines même pas, tu vois. C'est la question en général, si vous voulez savoir un peu l'origine sociale des gens, c'est est-ce que tu sais skier? Ok. Je sais pas skier. Ah voilà. Je ne sais pas skier non plus. Vous n'êtes pas assez riche. Vous n'êtes pas assez riche. C'est ça. Quelqu'un voulait ajouter quelque chose? Sinon, on va pouvoir nous clôturer sur le sujet. Mais en tout cas, je vois que ça a beaucoup échangé ici autour de la table. C'était très intéressant, mais effectivement, c'est un combat pour l'instant sans fin. Mais chacun peut y apporter sa contribution.